Bienvenue pour cette deuxième scène avec donc, les startups ce matin. Donc cette deuxième scène, elle est consacrée à quelque chose qui est en train de monter en puissance, comme beaucoup de secteurs, mais particulièrement donc, à ce qu'on appelle la food tech, et avec en écho les problématiques de santé qui sont évidemment immédiatement reliées aux questions de food. Alors la food tech, ça veut à la fois tout dire et rien dire. C'est-à-dire qu'il y a énormément de sociétés, de startups qu'on qualifie de food tech, mais sur le fond, finalement, il n'y a quand même pas grand-chose à voir entre un Deliveroo qui va plutôt être finalement un immense champion de la livraison et des nouveaux aliments ou des nouvelles façons de gérer sa santé. Alors justement, là, on a ces deux tendances assez lourdes qui sont représentées ici. Donc on a d'un côté, et les deux tendances d'ailleurs se rejoignent, on a d'un côté plutôt ce que je vais appeler le manger mieux, c'est-à-dire comment est-ce que les nouvelles technologies, les technologies émergentes nous aident à mieux gérer notre alimentation, et on y reviendra. Et en fait, le manger mieux, c'est aussi plein de nouvelles choses à manger qui émergent et qui apparaissent donc à travers cette food tech. Et donc on a deux éminents représentants de cette tendance lourde qui sont ici pour nous raconter leurs projets. Donc même principe que notre table ronde précédente. Chaque startup va se présenter pendant 5 minutes chrono. Donc pour ceux qui n'étaient pas là, donc l'ustensile fondamental, le time timer, qui va vous aider à tenir vos temps. Donc 5 minutes de présentation, de pitch de leur projet. Et puis ensuite, à la fin, quand chacun se sera présenté, on aura une discussion rapide autour de la thématique. Est-ce que vous êtes prêts? Oui? On est parti? Alors, on commence avec Luc, si tu veux bien. Donc, je vais lancer le timer. Tu as ici une télécommande. Le vert pour avancer, le rouge pour reculer. Le 5. À toi de jouer. Vous laissez d'abord regarder une vidéo. Alors, nous travaillons sur une smartwatch, comme vous pouvez le voir sur la vidéo, qui permet de mesurer le glucose en temps réel pour les diabétiques. Alors, les diabétiques, c'est 415 millions de personnes dans le monde, donc c'est à peu près 10% de la population, c'est-à-dire qu'au-delà de 50 ans, là, dans la salle, il y a une personne sur 10 qui va être concernée par l'histoire que je vais raconter, malheureusement. Aujourd'hui, les diabétiques doivent se mesurer le taux de glucose pour être capable de se mettre de l'insuline. Donc ils ont deux façons de le faire. Soit 90% à peu près se mesurent en piquant le doigt, 4 à 8 fois par jour, donc ça fait extrêmement mal, mais c'est pas très cher. Ou 10% des autres parties diabétiques mettent un patch. Donc ça, c'est beaucoup plus cher. Par contre, c'est très stigmatisant, c'est-à-dire que toute votre famille, tout le monde sait que vous êtes malade, et c'est typiquement ce que ne veut pas un diabétique. Et donc nous, on arrive sur le marché, donc on a encore 2-3 ans avant d'arriver sur le marché, hein, ça fait déjà 2 ans qu'on travaille dessus. On arrive sur le marché avec un des seuls produits consumer du marché, finalement, qui est une montre, smartwatch normale, hein, comme une smartwatch Android, qui permet, sans douleur, sans prise de sang, sans effort, il suffit d'appuyer sur la montre et 2 minutes après, vous avez un résultat de votre taux de glucose. Donc on pense que c'est une révolution à venir, puisque aujourd'hui sur le marché, il n'y a aucun produit équivalent. Alors comment ça fonctionne? On a d'un côté une smartwatch classique qui donne l'heure, alarme, etc., calories. Et sur l'autre côté de la smartwatch, je reviendrai sur ce schéma après, sur l'autre côté de la smartwatch, vous avez une capsule qui contient toute la technologie. Donc la montre vaut 149 €, la capsule 99 €, vous changez tous les mois, puisque la chimie meurt. Donc comment ça fonctionne en 2 mots, comme vous le voyez ici? En fait, on a des micro-aiguilles
quand vous appuyez sur la montre, les micro-aiguilles pénètrent votre peau, qui pénètrent juste la surface de la peau. Vous récupérez une goutte de lymphe, ce liquide blanc que vous avez sous la peau, qu'on analyse avec un capteur chimique qui nous permet d'afficher la valeur. Donc le gros avantage de ça, c'est que les nerfs mécaniques ainsi que les vaisseaux sanguins sont en dessous d'1 millimètre. Donc, il n'y a pas de douleur, il n'y a pas de sang. C'est ça la vraie différence. Donc on a 2 brevets sur le sujet, on en a 3-4 en cours, on a un prototype fonctionnel qu'on a présenté au CES et on va finaliser la technologie fin de l'année. Donc en quelques mots, on a eu plus de 6 awards, dont un prestigieux Best of Award Innovation au CES. Il faut savoir qu'en France, depuis 5 ans, il n'y a que 2 sociétés qui ont eu ce prix. Quand on était au CES, tous les 3 minutes, on avait un email d'un diabétique qui était intéressé par la montre. On a aujourd'hui plus de 9000 personnes inscrites. On a des mutuelles, des assurances qui sont intéressées. On a le top 5 numéro 1 mondiaux dans leur domaine qui sont intéressés pour vendre la montre, dans le retail, dans la pharmacie, dans les télécoms, dans le médical, etc. Et on estime être sur le marché à partir de 2020, après certification médicale, et avec une market share qu'on pense très conservatrice de 2%, de faire en 3 ans 100 millions de marge. Et voilà, en 2 mots, on est en train de lever des fonds en ce moment pour finaliser la techno. Alors, une première question rapide. On sait que je l'ai vu moi, il y a quelques années déjà au CES, beaucoup de prototypes qui promettent de mesurer un peu tout ce qui peut se mesurer dans le sang. Est-ce que si on se projette à 3 ans, à 4 ans, à 5 ans, on va tous être en permanence en train de mesurer tous nos taux, je pense au taux de cholestérol. Est-ce que c'est quelque chose qui est dans la vision ou est-ce que c'est encore vraiment de la science-fiction? Non, alors on ne peut pas dire que c'est de la science-fiction. Ce qui est sûr, c'est que on pense que chaque personne a une problématique bien précise et veut connaître plus cette problématique. Donc typiquement, on parle du glucose ici, mais ça c'est le haut de l'iceberg. En fait, notre technologie permet de rentrer dans le corps de l'être humain et donc finalement d'être capable de mesurer beaucoup de choses. Et donc on va être capable de mesurer donc, le glucose, c'est une chose, mais le lactate pour les grands sportifs, qui permet de montrer la fatigue musculaire, ça n'existe pas aujourd'hui. Capable de mesurer l'alcool, beaucoup de choses comme ça. Donc on pense que les gens, effectivement, pour des problématiques précises, eh bien, vont prendre cette direction de se connaître mieux. Ça permet d'améliorer ses performances dans le sport, ça permet d'éviter de se piquer dans le diabète, ça permet dans l'alcool d'éviter d'avoir un accident. Donc c'est une évidence que ça apporte une valeur ajoutée nette à l'être humain. Donc pour nous, en tout cas c'est la direction qu'on a prise, ça nous paraît une évidence que ça va continuer cette direction du Fitbit actuel finalement. Et donc dans les prototypes dont j'imagine qui sont déjà en test avec beaucoup de monde, est-ce qu'on voit des changements de comportement qui sont liés au fait de pouvoir mesurer quasiment en temps réel? Alors d'abord, on n'a pas encore énormément de tests sur beaucoup de monde, puisque c'est les études cliniques qui vont arriver dans 1 an. Par contre, les premiers tests qu'on a, il y a un premier comportement naturel, qui est qu'aujourd'hui, les gens se mesurent à peu près... ils devraient se mesurer 4 à 8 fois par jour. En fait, ils se mesurent 3-4 fois parce que ça fait mal. Avec un système comme ça, comme c'est simple, eh bien, ils se mesurent jusqu'à 15 fois par jour, puisque c'est tellement évident. Et donc, du coup, ils apprennent à connaître leur diabète. Là où aujourd'hui, ils ne savaient pas exactement. Quand ils mangent quelque chose, comment ça interagit sur votre courbe de sucre, on ne sait pas. Alors que là, on a une vision beaucoup plus directe. Merci beaucoup. Je t'en prie. Donc, je vous propose d'enchaîner avec Mathieu, que Pierre a présenté tout à l'heure sur la scène principale. Donc, Mathieu, si j'ai bien compris les mots-clés autour de ton projet, c'est microalgues et spiruline, et donc nouveaux marchés à partir de ces nouveaux usages et ces nouvelles consommations. C'est ça, en fait, l'ambition d'Algama. C'est ça pour placer les slides? Okay. L'ambition d'Algama, en fait, c'est de répondre aux grands défis de l'alimentaire actuel et de demain également. Donc, on a beaucoup de problématiques aujourd'hui qui ont été détectées à pas mal de niveaux, notamment au niveau de la santé, donc essayer de se nourrir mieux, c'est très important. Au niveau de l'environnement aussi, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des méthodes de production de protéines qui sont majoritairement animales, et qui impactent très fortement notre environnement, le climat, etc., la dégradation des sols.
Donc en gros, Algama, c'est basé sur un constat à la base, c'est qu'on a une vraie raréfaction des ressources. Il y a une énorme croissance démographique qui est en cours. Donc il faut savoir que l'être humain a mis 200 000 ans à arriver à 1 milliard de personnes, c'était en 1900. Et aujourd'hui, on est 7 milliards et demi. Et en 2050, on sera 10 milliards. La demande en protéines d'ici 2050, elle va évoluer, elle va augmenter de plus de 70%. Et on sait qu'aujourd'hui, même dans l'état actuel des choses, je crois que cette année, ça va être le 3 août ou quelque chose comme ça, on est déjà en négatif par rapport à ce que la Terre peut nous fournir en termes de ressources. Donc imaginez qu'avec 70% de production en plus, ça risque vraiment d'être désastreux pour le futur. Donc l'idée, c'est de trouver de nouvelles ressources qui vont être capables à la fois de nourrir mieux pour la santé de chacun des êtres humains, mais aussi de nourrir mieux du point de vue de la planète, donc de manière beaucoup plus éco-responsable. Les microalgues, donc c'est des micro-organismes qui sont très anciens. Ils existent depuis 4,6 milliards d'années. En fait, c'est eux qui, avec la photosynthèse, ont créé l'atmosphère dans laquelle vous respirez tous les jours. Donc ils sont extrêmement importants à la base. Il en existe plus de 200 000 espèces différentes. Et certaines sont extrêmement intéressantes d'un point de vue nutritionnel. Et l'idée d'Algama, c'est vraiment de les utiliser et d'essayer d'en faire des aliments du quotidien. Là, on vous montre deux exemples des plus connus. Donc la chlorelle et la spiruline. La spiruline, c'est la microalgue un petit peu star. C'est entre 60 et 80% de protéines à l'état brut. Ça dépend un petit peu de la manière dont on la cultive. C'est tous les acides aminés essentiels, donc c'est extrêmement rare, même dans les protéines animales. Beaucoup de vitamines, beaucoup de minéraux. Et en plus de ça, si on compare par exemple au bœuf, aux protéines issues du bœuf, une même quantité de protéines issues de la spiruline par rapport au bœuf, c'est 300 fois moins de surface de culture nécessaire, 50 fois moins d'eau et 50 fois moins d'énergie. Donc en plus d'apporter énormément d'apports nutritionnels et de propriétés nutritionnelles exceptionnelles, on a vraiment un avantage environnemental qui est extrêmement clair et limpide. Donc l'idée d'Algama, c'est vraiment de réussir à inventer une nouvelle alimentation à partir de ces microalgues et de le démocratiser pour tout le monde. Aujourd'hui, les microalgues sont, en gros, pour résumer, elles sont utilisées en complément alimentaire. Donc majoritairement aujourd'hui, vous allez dans à peu près n'importe quelle pharmacie ou magasin bio, vous allez pouvoir acheter de la spiruline en poudre. Et c'est vrai que nous, on s'est posé la question quand on a compris à quel point, par exemple, la spiruline était quelque chose d'intéressant. Pourquoi est-ce que tout le monde n'en utilise pas tous les jours? En fait, la réponse est extrêmement simple, c'est que si vous en goûtez, 95% d'entre vous, vous allez me dire non mais c'est immonde, jamais je peux regoûter ça, quoi. Et donc en fait, nous, notre travail, c'est d'essayer vraiment de masteriser, de trouver des solutions technologiques pour à la fois stabiliser la spiruline dans des matrices alimentaires, mais aussi et surtout de créer des savoureux et de très bons produits, quoi. Parce que nous, notre but, c'est vraiment d'être sur des produits du quotidien et pas sur de la poudre qu'on va ingurgiter en se faisant un petit peu de mal. Donc, le premier produit qu'on a réalisé à partir des microalgues, c'est une gamme de sauces qui s'appelle The Good Spoon. Donc en fait, c'est une gamme de sauces mayonnaise. Donc c'est tout comme les mayonnaises que vous connaissez. Donc la même onctuosité, la même texture, le même goût, le même plaisir. Sauf qu'on a enlevé l'œuf. Et grâce à la microalgue qui remplace l'œuf dans la formulation, on a 60% de matière grasse en moins. Donc une mayonnaise classique, c'est entre 70 et 80% de matière grasse. Et nous, on est en dessous de 30%. Tout en conservant tout le bon goût, en choisissant que des ingrédients de très bonne qualité, totalement naturels, etc. Comment on arrive à ça? En fait, c'est très simple. On a identifié une microalgue qui a des caractéristiques spécifiques. Donc là, pour le coup, c'est des caractéristiques de richesse en lipides qui viennent permettre l'émulsion entre l'eau et l'huile classique d'une mayonnaise. Et comme ce pouvoir émulsifiant il est beaucoup plus fort, eh bien, on arrive à réduire très fortement le taux d'huile à incorporer. Mais Algama, donc, c'est notre premier produit. Mais Algama, c'est une infinité de possibilités puisqu'il existe plus de 200 000 espèces de microalgues dans le monde, qu'aujourd'hui on en connaît une petite partie, et que pour vous donner un exemple concret, en Europe, il n'y en a que 3 d'autorisés, alors que nous, déjà dans nos labos, on en a trouvé qui sont franchement incroyablement plein de potentiel et qui ne présentent aucun danger, et il faut juste pouvoir appliquer à des novel food des dossiers qui permettront à l'avenir de se nourrir avec, et nous, de faire des produits grand public que chacun pourra utiliser au quotidien. Donc on est parti à 3 à la base il y a 3 ans. Maintenant on est plus d'une vingtaine.
On est à Paris et on a ouvert une filiale à New York aussi pour pouvoir adresser ce marché très mature et assez énorme de la novel food aux États-Unis. Et voilà, on est en pleine expansion et notre produit, donc la mayonnaise que vous avez vue, est déjà sorti dans les restaurants d'entreprise du groupe Compass. Et on est en négociation très avancée avec un très grand de la distribution. Je vous remercie. Si on se projette à quelques années, comment est-ce que vous voyez grandir? Est-ce que tout le monde va consommer des produits à base de spiruline ou est-ce que ça reste de la niche? Comment vous voyez l'évolution de la société et de la consommation? Non, justement, nous, notre point, c'est justement de dire qu'il faut totalement sortir les produits comme ceux-là d'une niche. Donc en fait, nous, on a une double approche. On a une première approche marché, donc c'est sortir des produits rapidement pour que le public connaisse les microalgues et un rapport à cette microalgue, parce que c'est des choses qu'ils ne connaissent pas. La spiruline, il y a une personne sur deux qui me dit « Ah, de la spirine ?» Non, de la spiruline, ils ne connaissent pas, c'est quelque chose qui n'est pas connu aujourd'hui. La chlorelle encore moins. Et du coup, nous, notre premier objectif, c'est vraiment de démocratiser, d'évangéliser, de faire connaître, d'éduquer. Et ensuite, on a un projet qui est parallèle. On travaille beaucoup sur la R&D. C'est très important pour nous de créer, à la fois de poser des barrières, mais aussi d'en lever, pour pouvoir petit à petit amener des produits qui vont être toujours meilleurs, qui vont apporter toujours plus de nutrition, de bien-être, et d'essayer vraiment d'imposer un modèle global sur cet aspect-là, quoi. Notre but, c'est vraiment pas d'adresser que les salles de sport ou que les magasins bio. D'ailleurs, là, même sur notre premier produit, on est directement dans de la grande distribution. L'enseigne avec laquelle on est en négociation très avancée, c'est top 3 français de la grande distrib. Et c'est pas du tout un petit magasin de quartier. L'idée, c'est vraiment directement de s'imposer comme un produit du quotidien. Notre but, c'est vraiment d'être un acteur de poids dans la mutation et dans la transformation de l'alimentaire qui est en train de commencer et qui va augmenter. Et je pense que Griot sera d'accord avec moi. Qui nous fait effectivement une transition parfaite. Donc on accueille Julia, qui est fondatrice et CEO de Griot. Bonjour. Donc effectivement, c'est vrai que Griot, c'est vraiment dans la continuité de Algama. Donc au cœur de l'identité de Griot et du but et de la mission et de l'idéal, c'est de démocratiser des protéines alternatives et des protéines d'avenir. Donc initialement, la marque était vraiment centrée autour de l'insecte et utiliser, démocratiser, faire découvrir les insectes, les grillons et les vers de farine. Pourquoi et comment on en est arrivé là? C'est suite à une étude qui a été publiée par la FAO et qui a eu un retentissement médiatique vraiment spectaculaire. Et c'est suite à cette étude que beaucoup de projets sont nés en Occident autour des insectes et plein de projets différents. Qu'est-ce qu'elle dit, cette étude? Vous savez déjà sans doute, et je ne vais pas répéter ce que nous a présenté Mathieu, mais il y a vraiment derrière 3 enjeux. Il y a la santé, l'écologie et l'éthique. D'abord sur l'écologie, effectivement l'élevage c'est un des principaux polluants dans le monde. Le criquet ça pollue très peu parce que ça demande très peu de ressources en eau, en nourriture et en espace, puisque ça peut être élevé à la verticale. Et également ça dégage très peu de gaz à effet de serre. Pour la santé, ici, donc l'insecte, effectivement, c'est rigolo parce qu'on parle souvent des protéines traditionnelles. Et en fait, on découvre que les autres protéines sont très intéressantes. Et effectivement, on parle souvent de l'insecte comme étant la protéine du futur parce qu'il y a plus de protéines que dans la viande rouge. Mais ce n'est pas uniquement ça. Il y a également beaucoup de fer. Il y a plus de fer que dans la viande. Il y a également beaucoup de vitamine B12, qui est une vitamine essentielle pour le système nerveux et qu'on trouve quasiment pas dans les végétaux. Et beaucoup de fibres, beaucoup de vitamines, beaucoup d'oméga 3. C'est vraiment un aliment complet et qui répond à des enjeux, et ces 2 critères-là répondent aux enjeux globaux qui sont le réchauffement climatique, l'écologie et les enjeux de santé publique qui concernent, tout de suite on pense aux pays en voie de développement avec l'accroissement de la population, effectivement, mais c'est également en Occident,
avec les enjeux de carence et de surpoids, puisqu'il y a la moitié des personnes des pays de l'OCDE qui sont en surpoids. Il y a beaucoup de carences en fer et en protéines qui touchent les personnes âgées, les femmes et les enfants. Et nous aussi, on est touchés par des enjeux de santé. Et après, pour le volet éthique, qui touche de plus en plus les gens, et notamment les Occidentaux, c'est qu'on se rend compte que l'élevage industriel a un peu atteint ses limites, notamment dans l'abattage et dans les conditions de vie. Et il y a une volonté de se recentrer sur une viande et des poissons de qualité, et en même temps de diversifier son alimentation. Et suite à ça, donc à tous ces constats vraiment qu'il y avait beaucoup d'intérêt à consommer de l'insecte, on a constaté qu'il y avait eu énormément de révolutions alimentaires, tant des choses comme le sushi, la pomme de terre, la tomate, et on s'est dit pourquoi pas l'insecte. Et à partir de là, on s'est dit, effectivement, on n'a pas non plus l'habitude d'en manger, donc il faut l'intégrer dans un aliment qui soit facile d'accès, qui soit peu engageant, qui soit déjà connu et déjà associé au plaisir et à la santé. Donc on a choisi la barre de céréales, la barre de fruits secs. Et ces barres de fruits secs, bien sûr, sont en harmonie avec nos valeurs, puisqu'elles sont bio, elles sont sans sucre, elles sont sans gluten, et elles sont surtout délicieuses, puisque l'intérêt, c'est d'associer la découverte de l'insecte et des autres protéines alternatives à un moment de plaisir. Les gens ne vont pas se forcer à manger quelque chose parce que, soi-disant, c'est bon. Il faut que ce soit aussi associé au plaisir. Et donc, on a fait griot, les barres aux fruits secs. Après, on a eu la bonne nouvelle, c'est qu'on ne peut plus vendre d'insectes en Europe, pour l'instant. Et là, on s'est dit, c'est pas grave, on continue et on va faire... En fait, finalement, il y a l'insecte, mais il y a autre chose. Il y a d'autres protéines alternatives qui sont extraordinaires aussi. Et on s'est intéressé au chanvre. Et de là, on a découvert cette plante qu'on ne connaissait pas, qui n'est pas très connue en France, et qui se trouve être une des plantes les plus intéressantes, puisque c'est l'une des seules à avoir un profil de protéines complet et être extrêmement riche en oméga 3. Et donc, ça ressemble à ça. À chaque fois, c'est associé avec donc, des fruits secs et des recettes qui sont originales et qui répondent vraiment aux besoins aujourd'hui, vraiment aux besoins qui sont très très évolutifs de la société et qui aujourd'hui se tournent vers des alternatives plus saines. Et aujourd'hui, c'est vrai que l'enjeu, c'est vraiment de le faire découvrir, puisque autant les gens y sont intéressés, mais peu de personnes finalement connaissent et en consomment, faute de choix et faute aujourd'hui tout simplement de connaissances. Merci. On vient de parler de contraintes réglementaires. Il y a donc le frein qu'on a évoqué sur toutes ces révolutions de l'alimentation. Quand on écoute le discours et la rationalité du discours, on a effectivement envie de dépasser la première aversion que tout le monde a, en tout cas en Occident, là-dessus. Est-ce que vous avez un rôle, et à ce moment-là, comment vous le jouez, un rôle vraiment d'éducation, d'expliquer aux gens ce que vous venez de nous expliquer pour dire, bah oui, finalement, c'est rationnel et j'ai envie d'y goûter. Alors, il y a bien sûr un rôle pédagogique qui est très important et qui est assez difficile aussi parce que lorsque les personnes achètent un produit, il n'y a pas toujours une petite voix à côté qui fait les sous-titres de ce qu'on va acheter. Et donc, il faut, derrière, on essaye au maximum d'avoir des visuels, des flyers qui expliquent ce que c'est. Parce que même si ça correspond au besoin, à son besoin, si on ne le connaît pas, on ne va même pas s'en rendre compte, en fait. Et autant les gens, tout le monde nous dit que bien sûr qu'ils veulent se renseigner et savoir ce qui se fait d'autre que la viande, mais ils ne vont pas forcément être actifs dans cette démarche-là. Et du coup, il faut que l'information vienne à eux. Et dans une boutique, quand ils voient chanvre, ils ne vont pas faire forcément l'association d'idées entre chanvre et le fait que c'est ce produit-là qu'ils attendent. Et alors du coup, c'est quoi les clés du développement pour vous, là, quand vous vous projetez à 5 ans, un peu comme on l'a vu auparavant, après, c'est vraiment d'être une référence dans les protéines alternatives.
Donc aujourd'hui, c'est l'insecte et le chanvre, et demain, d'en faire découvrir évidemment d'autres. Merci beaucoup. Merci à vous. Donc, je vous propose maintenant d'accueillir Victoria, donc, qui est fondatrice de iLunch et Liva. Exactement. Donc je te donne. Ça marche pas. Bonjour à tous, donc Victoria Benaïm, je suis la fondatrice d'iLunch. Donc parfois, le meilleur médicament n'est pas un médicament. Donc nous, on est parti du constat suivant, c'est que notre alimentation a un véritable impact sur notre santé. Donc on a parlé de diabète tout à l'heure. Donc le nombre de diabétiques augmente chaque année et pourtant 91% des diabétiques le sont à la suite d'une mauvaise alimentation pendant 15 à 20 ans. Il y a très peu de personnes qui sont diabétiques par nature. On le devient parce qu'on mange mal. Chaque année, il y a 14 millions de nouveaux cas de cancer qui apparaissent dans le monde. Or, 30% des cas de cancer sont liés à de mauvaises habitudes alimentaires. Et une personne sur deux en France est en surpoids. Et une personne en surpoids, ou du moins obèse, a 2 fois plus de risque d'avoir un AVC qu'une personne avec un IMC normal. Donc finalement, si on mangeait mieux, on serait en meilleure santé. Et ça, c'est vraiment le constat d'iLunch. Donc iLunch, qu'est-ce que c'est? C'est un restaurant d'entreprise 2.0 qui fait de la livraison de repas équilibrés au travail avec collecte de l'information nutritionnelle de chaque aliment consommé afin de pouvoir établir le profil alimentaire de nos clients pour pouvoir mieux les conseiller sur leur alimentation et pour pouvoir faire de la prévention santé par la nutrition. Donc là, on a un panel de tous nos plats. Et donc, si on regarde tous nos plats, en fait, on a créé un logiciel dans lequel on passe toutes nos recettes afin de réadapter nos recettes si il y a des manques en fibres, en vitamines. Donc voilà. Donc par exemple, là, on voit des pâtes, mais en fait, il y a une sauce à la courge. Ou dans nos lasagnes, quand elles passaient dans notre logiciel, on s'est rendu compte que les lasagnes, c'était pas du tout bon pour la santé. Il y avait beaucoup trop de viande rouge, beaucoup trop de crème, beaucoup trop de lait. Donc nous, on a retiré de la viande et on a rajouté une couche de carottes à la place. Donc ça, c'est ce qu'on fait avec iLunch. Donc comment ça marche concrètement? Donc on ne travaille que en B2B, on n'est pas une start-up, on n'est pas une food tech B2C. Donc nous, on travaille avec les entreprises qui donnent accès à leurs collaborateurs à notre plateforme de livraison iLunch. Ensuite, chaque personne peut remplir son profil avec son poids, sa taille, son âge, son activité physique, ses allergies. Et nous, on va pouvoir lui donner son profil alimentaire personnalisé. Et à chaque fois qu'il déjeune chez nous, on va remplir son profil journalier. Et l'idée, c'est d'aller encore plus loin en connectant des objets connectés avec notre plateforme pour pouvoir collecter encore plus d'informations, notamment le nombre de pas, le rythme cardiaque, pourquoi pas le taux de glycémie quand la montre sera prête, c'est super intéressant. Voilà, pour pouvoir mieux conseiller et mieux aider les gens à manger de manière personnalisée. Donc on éduque aussi nos clients, puisqu'à chaque fois que les gens consomment chez nous, on leur donne une information sur ce qu'ils sont en train de manger. Donc, quand ils mangent du raisin, on leur explique les bienfaits du raisin et on leur donne chaque jour, ils reçoivent un petit le saviez-vous avec une astuce ou une information pour améliorer leur alimentation. Et donc, comme disait déjà Hippocrate il y a très longtemps, que ton alimentation soit ton seul médicament. Donc, la philosophie d'iLunch, c'est vraiment de faire de la prévention santé par la nutrition. Voilà. Merci beaucoup. Alors, c'est quoi l'avenir d'iLunch? C'est d'être présent dans toutes les entreprises? Alors ça, ce serait magnifique. Donc déjà, l'avenir d'iLunch, c'est de développer la partie nutrition avec le développement d'un chatbot qui est en cours, un chatbot de nutrition, pour pouvoir... parce que là, la partie livraison de repas fonctionne très bien, mais l'idée, c'est d'aller encore plus loin avec encore plus de personnalisation dans le conseil nutrition. Alors, quand on parle de personnalisation, est-ce que dans les projections du futur, on peut imaginer d'avoir des repas complètement personnalisés, c'est-à-dire qui dépendent vraiment de chaque individu et de son profil personnel? Alors, beaucoup de personnes nous demandent ça aujourd'hui. Ça, ce serait l'idéal, mais ça voudrait dire qu'il faudrait cuisiner sur mesure, donc c'est pas possible. Par contre, ce qui est possible, c'est d'adapter. Donc, par exemple, nous, quand on a des personnes qui vont prendre des pâtes carbo à un midi, quand on a leur tension, donc on voit qu'il y a une tension un peu forte, pâtes carbo plus 4 cafés, on va pouvoir lui donner un conseil plutôt sur le soir. Donc, ce sera plus du conseil que lui faire à manger pour le soir, mais lui dire, voilà, pour faire
faire redescendre ta tension, tu devrais manger un peu de légumes, ça t'aiderait à diminuer ta tension. Donc c'est plus dans le conseil qu'on va pouvoir personnaliser que dans la production de repas, qui est un véritable... la logistique et la production de repas, c'est vraiment quelque chose de très compliqué. Et faire du sur-mesure, c'est pas du tout la vocation d'iLunch en tout cas, c'est vraiment le conseil qui va être sur mesure. Comment faire pour arriver à dépasser ce qu'on a tous, qui est un petit peu cette petite voix qui nous dit de faire attention d'un côté, mais qui nous amène à manger ce qu'on ne devrait pas de l'autre? C'est justement l'enjeu d'iLunch. Donc, qu'est-ce qui va nous pousser à mieux manger? C'est aujourd'hui, on sait tous que il faut manger 5 fruits et légumes par jour, mais on ne sait pas pourquoi et on n'est pas sûr que ce soit vraiment le cas pour nous aussi. C'est beaucoup trop généraliste. Donc aujourd'hui, on a plein de concepts et plein d'informations, mais super généralistes. Alors que là, grâce à iLunch, on va dire, ben voilà, toi, tu n'as pas mangé assez de fibres aujourd'hui ou il te manque ça. Et c'est vraiment la personnalisation qui va permettre de, je pense, avoir plus d'impact. Alors après, on pourrait, en ayant des informations santé, des informations sur la nutrition, faire vraiment de la prédiction et lui dire, bon, bah, si tu continues comme ça, voilà ce qui va t'arriver. Mais ça, c'est pas l'objectif d'iLunch. L'objectif, c'est pas de faire peur aux gens, c'est plus... au quotidien, avec quelque chose d'aussi simple que vital, qui est l'alimentation, leur faire prendre conscience que ils pourraient vraiment améliorer leur qualité de vie en changeant d'alimentation, sans forcément être vegan, ou on n'est pas là-dessus. Enfin, par contre, les protéines alternatives, c'est très intéressant. Il faudra qu'on regarde pour intégrer dans iLunch, mais en tout cas, c'est pas la vocation. Merci beaucoup. Merci. Alors, dans les minutes qui nous restent, en fait, j'aimerais vous interroger sur la chose suivante. Souvent, et c'est ce qu'on a vu dans la première table ronde, une bonne façon de faire grandir une start-up, c'est de s'interroger sur ce qui va la faire échouer. C'est-à-dire que c'est une vision un peu négative des choses, mais en fait, en face de ce qui va faire échouer, il y a aussi probablement ce que vous mettez en œuvre juste pour ne pas échouer. Alors, si vous deviez échouer, qu'est-ce qui vous ferait échouer ? Si je peux. C'est vrai qu'avec l'échec, en fait, il y a pas. Quand on parle d'échec, en réalité, je pense que c'est très subjectif. Et l'échec, c'est aussi le moment où vous vous dites que c'est fini. Moi, je vois, par exemple, initialement, on était 2 dans l'équipe. On était 2 fondatrices. Il y avait ma cousine et moi. Et il y a 1 an, quand il y a eu les problèmes réglementaires, etc., ma cousine s'est dit là, c'est l'échec pour moi. Donc je m'en vais. Et c'est vrai que finalement, l'échec, c'est un peu le moment où on baisse les bras. Donc déjà, pour ne pas échouer, il faut persévérer et continuer, quoi. Qu'est-ce qui va te faire échouer ? Dans une certaine mesure, en tout cas. Il y a énormément de choses qui peuvent nous faire échouer. Je pense que l'expérience prouve qu'à pas mal de niveaux, il peut y avoir des clashs entre associés, il peut y avoir un market fit qui marche pas, qui fit pas, il peut y avoir des problèmes de trésorerie, il peut y avoir plein de choses. Nous, on a une approche assez aventurière. C'est notre tout premier projet, même professionnel, c'est-à-dire aucun de nous 3 n'avions bossé avant de créer ça. Et c'est vrai que petit à petit, l'échec devient... au début, c'est tous les jours, on se dit, demain, ça se trouve, on ne trouvera pas d'argent pour continuer, donc ça va peut-être s'arrêter. Et maintenant, on a 20 employés, on a des investisseurs... on a des objectifs, on a des pressions qui sont quand même plus ou moins différentes. Et l'échec, on l'aborde totalement différemment. Et disons que maintenant, on a beaucoup plus d'appui aussi pour pouvoir pivoter, se relever. Nous, par exemple, à la base, on était parti sur un produit. On a décidé de changer notre fusil d'épaule, de partir sur un autre produit pour une première commercialisation. Et ça n'a... Bon, évidemment, ça a eu un impact à un moment, mais à aucun moment, ça a vraiment remis en question... notre existence. Donc, je pense qu'à partir du moment où on arrive à se créer un écosystème dans lequel on évolue bien, nous, le vrai risque, c'est que nos produits ne marchent pas, quoi. Pour l'instant, on est plutôt sur des très bons retours, donc on espère l'avoir évité. Mais, En creux, si je vous écoute tous les deux, une certaine agilité, pouvoir repenser, réinventer le projet au moment où ouais, tout à fait. les événements extérieurs arrivent. Je pense que c'est fondamental. D'ailleurs, on a eu un témoignage dans ce sens-là dans l'échange d'avant. C'est que de toute façon, on va toujours arriver face à des impasses.
Et le tout, c'est de ne pas rester figé, d'essayer d'escalader le mur et plutôt se retourner et trouver une autre sortie, quoi. Et c'est vrai que nous, on a la chance d'être une petite structure et d'avoir cette capacité-là. Chose que n'ont pas forcément justement nos concurrents qui ont des investissements beaucoup plus lourds, des choses qui sont beaucoup plus compliquées à changer. Victoria, donc de ton côté, qu'est-ce qui va te faire échouer et donc réussir parce que tu le sais? Alors, iLunch, déjà pour information, c'est ma deuxième start-up. J'ai déjà créé une première start-up, Liva, qui est un bijou qui transporte le dossier médical via un QR code. Donc j'ai déjà 3 ans d'expérience dans cette première entreprise qui a connu les succès et les échecs, puisque je ne vais pas parler d'échecs pour iLunch, puisque pour l'instant ça démarre très très bien. Mais ce que j'ai appris en tout cas, ça a été très difficile. La première société en tout cas, c'est, je pense, beaucoup plus difficile que la suite. J'ai fait toutes les erreurs à ne pas commettre. Les associations, les fournisseurs, la banque, enfin tout ce qu'il fallait pas faire, je l'ai fait. Mais en tout cas, j'ai appris à chaque fois et ça m'a servi d'expérience. Et du coup, iLunch démarre beaucoup plus rapidement, beaucoup plus facilement que ma première start-up. Et finalement, moi, j'appelle pas ça des échecs, mais toutes les expériences que j'ai pu avoir dans une société font que maintenant, on m'appelle même pour des conseils. Je deviens conseillère des autres startups de tous les côtés parce que l'échec fait grandir et est nécessaire en fait. Avec du recul, je pense que l'échec est indispensable pour réussir, parce qu'on ne peut pas réussir sans avoir d'abord échoué. Et d'ailleurs, les plus grands entrepreneurs ont échoué 50 fois avant de réussir une fois. Enfin, j'exagère, mais l'échec est indispensable à la réussite. Et on ne réussit pas du premier coup, donc il faut juste savoir rebondir, repartir à chaque fois qu'il y a un obstacle qui creuse notre route, et c'est tous les jours quand on est entrepreneur. Luc. Oui, alors je vais rebondir sur la dernière phrase parce que c'est vraiment, je pense, ce qu'on vit quand on crée une start-up. La première chose, c'est créer une start-up, il faut avant tout, je pense que c'est ce qu'on a tous en commun, c'est aimer le risque et être créatif. Et mon frère est dans le RAID et il me disait, mais ta vie, c'est pire que moi, c'est un parcours du combattant. Et quand on crée une start-up, bah, au début, on est tous les jours en mode de vie ou de mort. Je parle de start-up, pas personnel. Et au fur et à mesure que ça avance, c'est toutes les semaines, on vit une situation où la start-up peut s'arrêter. Puis après, tous les 15 jours, puis après tous les mois. Mais moi, ça fait maintenant 4 ans et demi que j'ai créé cette start-up. Bien là, je pense que tous les 2-3 mois, je suis en mode de vie ou de mort, quoi. Donc l'échec, ça fait partie du quotidien. C'est pas une question, on se dit, bon, c'est quoi votre échec? Mon échec, c'est tous les jours. Tous les jours, on est en face d'obstacles monstrueux, c'est-à-dire les petits obstacles, on les laisse à l'équipe. Et les gros obstacles, on ne leur dit pas surtout. Mais on est tous les jours en état d'échec, quoi, en fait, constamment. Donc, créer une start-up, c'est très difficile parce qu'il faut être créatif pour pas simplement créer un produit. Il faut être créatif pour passer tous ces étapes, ces obstacles quotidiens qu'on a du mal à partager parce qu'en fait, il faut vraiment être chef d'entreprise, j'ai envie de dire, pour pouvoir comprendre à quel point c'est difficile de passer ces obstacles. Et puis voilà, ça fait 3 ans, 4 ans, là c'est pareil. Voilà. Donc l'échec, ça fait partie du chemin, c'est quotidien. Et parce que le quotidien, on voit bien, et puis on sait le quotidien d'une start-up, à quel point ça peut être effectivement difficile et des micro-échecs tous les jours. Comment est-ce que vous réussissez à vous projeter dans la grosse chose qui vous fera échouer dans 5 ans? C'est-à-dire qu'au-delà du quotidien de guérilla. Bien, évidemment, après, c'est les grandes lignes, quoi. Ça va être le time to market, ça va être, nous, en ce qui nous concerne, la techno, puisqu'on est quand même sur plusieurs brevets. Moi, j'ai 20 ans d'expérience dans le high-tech, dans le télécom, et il suffit de 3, 4 points, 5 points de retour SAV pour couler une boîte. Je sors de boîtes qui ont été coulées, des grosses boîtes, Alcatel qui vient d'être achetée par Nokia. Ben voilà, 5% de retour, 6% de retour sur un produit, ça coule une boîte. Donc, eh bien, c'est aussi, dans la techno, c'est aussi ça, des échecs. C'est être capable de faire un produit qui est innovant, mais qui répond à un marché, mais qui surtout tient la route d'un point de vue technique. En ce qui nous concerne, on n'a pas trop de problèmes de distribution a priori, mais nous, en ce qui nous concerne, c'est vraiment un problème technique et de répondre aux clients, vraiment. Il me reste à vous remercier et à vous souhaiter bonne chance pour la suite. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup.